Alors tout d'abord, je vous remercie de votre présence ce matin pour la présentation de cette étude qui est consacrée à une question qui est devenue centrale aujourd'hui, celle de l'impact environnemental des usages numériques. Et c'est un plaisir pour moi, en effet, en tant que présidente de la Fédération française des télécoms, de vous accueillir ici ce matin au nom de l'ensemble des opérateurs. Alors si nous avons souhaité conduire cette étude, c'est parce que les usages numériques, vous le savez, continuent à croître à un rythme extrêmement rapide. Les projections de l'ARCEP montrent que, en France, le volume de données consommées par utilisateur pourrait être multiplié par 5 à 6 entre 2020 et 2030. Et cette dynamique, bien évidemment, elle s'accompagne d'une sollicitation toujours plus forte de nos réseaux et elle pose légitimement la question de l'empreinte environnementale du numérique. Alors, dans ce contexte, les services vidéo occupent une place particulière. Ils représentent aujourd'hui près de 70% du trafic de données sur les réseaux, notamment à travers le streaming et les réseaux sociaux. Donc, comprendre comment réduire l'impact environnemental de ces usages est donc un enjeu majeur pour l'ensemble de l'écosystème. Et c'est précisément l'objectif de l'étude que nous allons vous présenter ce matin et que nous avons menée avec l'appui des cabinets Green Spector et iCare. Cette étude, elle vise à mesurer concrètement les gains que peuvent apporter les bonnes pratiques définies dans le référentiel général d'éco-conception des services numériques, le RGESN, qui a été publié en 2024. Ce référentiel constitue une véritable boîte à outils pour réduire l'impact environnemental des services numériques, mais aucune étude n'avait jusqu'à présent permis d'en quantifier véritablement les effets. Alors vous le verrez dans les résultats que vous allez découvrir tout à l'heure, ces résultats sont particulièrement éclairants. Ils montrent que les débits et la consommation de données des services vidéo peuvent varier de manière considérable selon la manière dont ils sont conçus. Autrement dit, des marges d'amélioration importantes existent sans dégrader l'expérience utilisateur. Plus encore, cette étude démontre que l'application des bonnes pratiques d'éco-conception pourrait réduire significativement le trafic de données et par conséquent l'empreinte carbone associée à nos réseaux. Ces résultats mettent aussi en lumière un point essentiel. La transition environnementale du numérique ne peut pas reposer uniquement sur la sobriété des usages des utilisateurs. Elle doit également mobiliser l'ensemble de la chaîne de valeur du numérique, l'ensemble des acteurs, et notamment les fournisseurs et les éditeurs de services numériques qui disposent de leviers importants dès la conception de leurs services. Vous le verrez à travers cette étude, l'éco-conception constitue donc un levier concret, immédiatement mobilisable, pour concilier innovation numérique et transition écologique. Je vais maintenant laisser la parole à Xavier Merlin, qui est membre du collège de l'ARCEP et qui va notamment revenir sur les origines du RGESN. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup, Juliette. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin sur un sujet qui tient particulièrement à cœur à l'ARCEP et qui me tient personnellement beaucoup à cœur. Je souhaite tout d'abord remercier la FFT, sa présidente, son directeur général, pour avoir convié l'ARCEP à cet événement et aussi pour avoir pris l'initiative de lancer effectivement cette première étude concrète sur la mise en œuvre, finalement, qui illustre la mise en œuvre du RGESN. Comme vous le savez, l'ARCEP est très engagée sur la question de l'impact environnemental du numérique en général, et ce, depuis que la loi Rennes lui a confié un certain nombre de missions en ce sens. Et plus généralement, nous avons intégré ces enjeux au cœur de notre stratégie. Donc, c'est vraiment maintenant une préoccupation qui irrigue l'action de l'ARCEP. Cette stratégie Ambition 2030 a été présentée l'année dernière et finalement, elle s'articule sur ce sujet autour de deux axes complémentaires qui sont comprendre et agir. C'est-à-dire comprendre et améliorer nos connaissances quant à l'impact environnemental du numérique et agir, déterminer, identifier des moyens d'agir pour réduire concrètement cet impact. Donc, je vais rapidement aborder ces deux enjeux, à la fois pour dire ce qu'on a fait et aussi ce qu'on va faire maintenant. Et je donnerai aussi quelques éléments sur la dimension européenne et internationale de nos travaux. D'abord, sur la question de la mesure, alors je vais revenir très rapidement, mais ça me paraît important de resituer le débat. En termes de constat, la première étude, l'étude que nous avons faite avec l'ADEME, montrait qu'en 2022, vous le savez, le numérique représente environ 4,4% de l'empreinte carbone nationale et 11% de la consommation électrique nationale, et que cet impact ces deux chiffres pourraient respectivement tripler et doubler, c'est-à-dire tripler pour l'impact carbone et doubler pour la consommation électrique d'ici 2050 si rien n'était fait.
Et le troisième enseignement, comme l'a rappelé Juliette, c'est qu'effectivement, une combinaison de mesures d'éco-conception d'une part et de sobriété dans les usages d'autre part permettait d'inverser cette tendance. Depuis lors, nous publions, vous le savez également, tous les ans une enquête sur l'impact environnemental du numérique qui s'intitule « Pour un numérique soutenable ». Et en fait, cette étude a confirmé après année, malheureusement, d'une certaine manière, les tendances que nous avions anticipées, notamment pour l'étude de 2025. Elle montre que dans les data centers, sur les trois indicateurs qu'on a regardés, c'est-à-dire l'émission de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la consommation électrique, ces trois indicateurs sont en effet en hausse constante depuis que nous publions cette étude. Alors, quels sont les prochains enjeux qui sont devant nous? Ça ne nous surprendra pas. L'un des sujets au cœur des préoccupations de l'ANSEP, mais pas seulement, c'est effectivement l'intelligence artificielle, dont les impacts n'étaient pas pris en compte dans nos premières études. Or, comme l'a révélé le baromètre du numérique que nous venons de publier il y a quelques semaines, l'utilisation de l'intelligence artificielle générative est en très forte hausse, ça ne vous surprendra pas, mais les chiffres le confirment. Plus de 50% de la population, 50% environ de la population française aujourd'hui a recours à l'IA, contre moins de 20% il y a à peine 3 ans. Et par ailleurs, des études internationales, je vais notamment citer celle de l'Agence internationale pour l'énergie, confirment que cette hausse de l'utilisation de l'IA a un impact énorme sur la consommation électrique, puisque l'AIE estime que la consommation mondiale d'électricité pourrait plus que doubler d'ici 2030. 2030, c'est après-demain, du fait de la croissance de l'IA. Or, paradoxalement, dans le même temps, l'impact environnemental de l'IA est très mal connu et très peu documenté. Une étude qui a été publiée en 2025, qui a étudié 800 modèles d'intelligence artificielle développés entre 2010 et 2025, montre que 85% d'entre eux ne publient aucune donnée d'impact environnemental. Et j'ajouterais que quand les données existent, elles sont soit incomplètes, soit peu comparables, puisque les acteurs finalement développent chacun leurs propres mesures et leurs propres outils de mesure. Donc, pas de comparabilité, donc pas de capacité de mesurer un impact global. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, à partir de cette année, d'étendre notre collecte de données annuelle, donc pour l'étude que je mentionnais tout à l'heure, aux fournisseurs de services cloud. Et donc, on a prévu de collecter auprès de ces acteurs des indicateurs qui vont nous permettre de suivre l'évolution du nombre de serveurs et de processeurs dans les centres de données. Et le but de cette collecte est d'essayer d'approcher, d'estimer l'impact de l'intelligence artificielle sur la consommation électrique. Donc voilà l'un des sujets qu'on essaye d'aborder et comment on essaye d'améliorer la qualité de la mesure. Et plus globalement, l'ARCEP va publier dans les prochains mois une étude globale sur l'impact environnemental de l'intelligence artificielle générative. Donc ça, c'est pour le sujet mesure. Alors évidemment, une fois qu'on a fait ces mesures, le but, c'est pas de les garder de notre côté, et notre but, c'est de pouvoir agir. Donc la première manière par laquelle nous agissons, c'est effectivement par ce qu'on appelle la régulation par la donnée, c'est-à-dire de publier ces données pour inciter tous les acteurs, à la fois les opérateurs, les fournisseurs de services, mais aussi les utilisateurs, à s'en saisir et à éventuellement faire évoluer leur comportement dans un sens plus respectueux de l'environnement. Mais au-delà de ça, et le RGESN s'inscrit parfaitement dans cette logique-là, nous avons voulu travailler sur la conception d'outils concrets pour essayer de contribuer à réduire cet impact environnemental. Donc, conformément aux missions que nous a données la loi, nous avons publié effectivement en 2024 un référentiel, donc le RGESN, référentiel général d'éco-conception des services numériques, que nous avons élaboré en lien avec l'ADEME et avec l'ARCOM et plusieurs autres partenaires, et après une large consultation des acteurs. Concrètement, qu'est-ce que c'est que ce référentiel? Finalement, c'est un outil pratique qui a pour but d'accompagner ceux qui développent des services numériques étape par étape depuis l'idéation de leur service jusqu'à finalement le recyclage du service, donc sur toute la chaîne, étape par étape, en les aidant à chaque étape à voir comment est-ce qu'ils peuvent concrètement optimiser l'empreinte environnementale de leur service et comment est-ce qu'ils peuvent concrètement réduire cet impact. Moi, j'aime bien décrire ça en disant que c'est faire mieux avec moins, parce que ça mérite d'être imagé. C'est pas faire moins bien, c'est vraiment faire mieux avec moins. Et parmi l'ensemble des thématiques abordées dans le cadre du RGESN, évidemment, la vidéo occupe une place importante pour les raisons que Juliette a rappelées, à la fois à travers
l'identification de leviers d'efficience, notamment la question des codecs vidéo, mais aussi à travers l'identification de mécanismes qui favorisent une surconsommation, en tous les cas une consommation plus importante, comme le scrolling infini ou l'autoplay, qui sont des dispositifs qui contribuent à accroître l'empreinte environnementale. Maintenant qu'on a fait ça, donc depuis 2024, quelles sont les premières étapes? La première chose sur laquelle nous avons travaillé de manière complémentaire, c'est avec le PEREN, qui est le pôle d'expertise sur la régulation du numérique, une étude sur l'impact des codecs vidéo sur la consommation électrique des terminaux. Donc cette étude sera publiée cette année, plus précisément au mois de juillet, dans le prochain rapport que nous publions annuellement sur l'état de l'Internet, et donc qui fournira un certain nombre d'éléments concrets de mesure de cet impact. Et deuxièmement, évidemment, le RGESN, c'est un outil vivant, c'est un outil qui a vocation à évoluer dans le temps. Donc l'année dernière, nous avons lancé ce qu'on a appelé le forum des parties du RGESN, qui est un peu l'assemblée des utilisateurs de cet outil, pour bénéficier des premiers retours d'expérience et commencer à réfléchir aux modalités d'amélioration du dispositif. Donc moi, ce que j'ai entendu dans la première réunion que j'avais eu la chance d'animer, c'est effectivement qu'il y avait des idées autour de la nécessaire simplification de l'outil, qui aujourd'hui compte 78 critères, donc c'est un outil assez élaboré, et aussi des réflexions autour du fait de rendre obligatoire ce référentiel, qui aujourd'hui n'a qu'une valeur finalement individuelle et volontaire, que chacun est libre de mettre ou non en application. Donc plus globalement, nous allons faire une étude d'impact du RGESN, et nous allons lancer dans les semaines qui viennent une plateforme collaborative justement pour recueillir les propositions d'actualisation du référentiel, avec un axe particulier qui fait écho à ce que je disais tout à l'heure, qui est d'identifier la manière d'avoir davantage de recommandations sur l'éco-conception de l'IA, l'IA étant effectivement un service numérique parmi d'autres, alors un service numérique un peu particulier compte tenu de sa consommation énergétique, mais en tous les cas un service auquel on peut appliquer le RGESN. Donc voilà les suites que nous avons au niveau national, et je voudrais maintenant dire quelques mots de la dimension européenne et internationale de nos travaux, parce que évidemment nous avons réalisé ces travaux au niveau national, mais il n'a échappé à personne que les acteurs dont nous parlons sont pour la plupart les acteurs du numérique, sont des grands acteurs à échelle mondiale, et que nous vivons tous sur une seule et même planète. Donc il faut que nous agissions à un niveau supranational pour que ces efforts soient effectivement utiles. Donc, l'une des premières initiatives que nous essayons d'avoir, c'est de sensibiliser nos partenaires régulateurs d'autres pays sur le fait que ce sujet, l'impact environnemental du numérique, les concerne. Quand je dis nos partenaires régulateurs, c'est à la fois au niveau européen, donc dans le cadre du BEREC, qui est l'Assemblée des régulateurs européens, évidemment la Commission européenne, qui est aussi d'une certaine manière un régulateur, et les régulateurs internationaux avec lesquels nous discutons, soit dans le cadre du Forum des régulateurs francophones, soit au sein de l'Union internationale des télécoms. Et donc, le premier sujet que nous essayons d'évoquer, c'est de leur dire l'impact environnemental du numérique, c'est un sujet qui vous concerne aussi. Je peux vous assurer que c'est un sujet qui est complexe, parce que pour les régulateurs, qui sont à la base des régulateurs technico-économiques, les impacts environnementaux ne sont pas, pour beaucoup d'entre eux, au cœur de leur mission, voire pas du tout dans leur mission. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de leur démontrer que ces enjeux, sont importants, ont un lien, par exemple, avec les questions de résilience, ont un lien avec les questions d'économie de l'attention, qui sont des questions qu'ils peuvent suivre, et surtout, notamment pour les pays en développement, que les enjeux de RGESN ne sont pas opposés à leur croissance économique. Parce que ça, c'est un sujet qui me frappe énormément, c'est à quel point les acteurs, finalement, nos partenaires, considèrent que c'est une problématique de pays, on va dire, riches, mais que pour les pays en développement, c'est quelque chose qui viendrait peut-être les contraindre et les brider dans leur développement économique et leur développement numérique. Donc, on essaye de leur démontrer que non, au contraire, c'est le moyen de trouver une croissance économique et numérique vertueuse, mais c'est un effort de tous les instants, dans un contexte international que vous connaissez, où évidemment les États-Unis essayent d'expliquer qu'il n'y a pas de problème sur ce sujet-là. Les deux actions que j'ai développées tout à l'heure, c'est-à-dire la mesure et d'autre part l'optimisation à travers le RGESN, sont évidemment des actions qu'on porte au niveau européen et international. Au niveau international, l'ARCEP est membre d'un groupe de travail de l'UIT justement sur la collecte et l'élaboration d'indicateurs environnementaux. Le but, c'est d'essayer de disposer de généraliser et d'harmoniser la collecte de données. Parce que, comme je le disais en introduction, notre grand défi aujourd'hui, c'est le caractère morcelé et fragmenté des mesures qui ne permet pas d'avoir une approche globale. Au niveau européen, nous essayons de travailler sur le fait de renforcer les pouvoirs de collecte
de données environnementales pour les autorités publiques et les régulateurs, la création de bases de données sur l'impact environnemental du numérique et évidemment une étude d'impact de l'intelligence artificielle. Dernier point, au niveau européen, nous essayons de pousser, de favoriser l'adoption de mesures d'éco-conception du numérique, donc en lien avec le RGESN, et nous pensons que des mesures contraignantes, pour le coup, se fondant sur quelques pratiques préconisées par le RGESN, sont souhaitables au niveau européen et même nécessaires si on veut qu'elles soient efficaces. Je donnerai deux exemples. D'une part, l'adoption de codecs efficients, donc ça c'est vraiment l'objet du travail, l'objet de l'optimisation du RGESN. Et deuxièmement, par exemple, l'obligation de désactiver par défaut la lecture automatique et le préchargement des contenus vidéo pour limiter l'impact de la vidéo sur l'impact environnemental des services de vidéo. Alors, comment est-ce qu'on essaye de faire ça? On a essayé d'utiliser toutes les occasions que la Commission européenne nous a données à travers les consultations publiques qu'elle a pu lancer cette année dans différents domaines pour marteler, expliquer, développer ses préoccupations et ses enjeux. Je citerai les consultations sur le cloud, sur la protection du consommateur, sur l'énergie, aussi sur les deux textes que sont le Digital Fairness Act et bien sûr le Digital Networks Act, dont le projet a été publié par la Commission récemment. Mais vous l'avez compris, on essaye de faire un peu feu de tout bois pour irriguer et influencer ces orientations au niveau européen. En conclusion, je voudrais vraiment à nouveau remercier la FFT d'avoir pris l'initiative de cette étude, de cette première en la matière, et je trouve qu'elle fait précisément le lien entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire la théorie de la mesure et la pratique de l'éco-conception, et ce qui est pour nous un élément extrêmement important, d'abord parce que ça montre que les mesures et les idées qu'on avait développées dans le référentiel sont validées, et d'autre part parce que je pense que cette étude constitue un outil très puissant et très utile pour poursuivre notre action collective d'influence auprès des acteurs publics et privés au niveau européen et international pour leur démontrer l'efficacité concrète de ce dispositif et plus largement les convaincre de la nécessaire soutenabilité du numérique. Merci à tous. Merci beaucoup Xavier, merci Juliette pour ces éléments de cadrage et effectivement pour articuler ce qu'on a cherché à faire avec cette étude et donner vraiment des éléments d'impact, de rendre concret finalement ce que peut donner ce RGSN si l'on le met en pratique sur le cas particulier de la vidéo. Donc pour cette étude, nous avons fait appel à deux cabinets avec des expertises complémentaires, je vous aurai l'occasion de le préciser. Et donc cette étude va vous être présentée par Johan Mouchard et Alexis Pluru du cabinet Aiker et Olivier Philippot pour le cabinet Green Factor. Peut-être le temps qu'on fasse en sorte d'avoir la présentation. Un grand merci à la responsabilité télécom de nous avoir confié cette étude et de nous avoir permis de faire ce travail-là qui est dans la continuité des travaux que réalisent les institutions, l'ARCOM, l'ADEME et l'ARCEP sur l'empreinte du deuxième du numérique, le RGESN, l'empreinte en France de l'audiovisuel et également les différents méthodologies d'impact et indices d'éco-conception qui sont construits au cours de construction. Merci. Et donc effectivement, cette étude permet de faire le lien, comme cela a été mentionné, entre la théorie et la pratique, puisqu'elle vient articuler de la mesure et du calcul d'impact. Donc on va d'abord revoir le contexte et les objectifs de l'étude, bien quel était le cadre dans lequel on s'est inscrit de l'ensemble de cette étude. On prendra ensuite un regard plus fin sur les mesures en laboratoire, ce qui a été mesuré, quels sont les résultats de ces mesures et ce que ça a permis d'amener pour permettre l'analyse environnementale et donc les réductions qu'on a dû constater avant de conclure. Donc, on nous a déjà présenté, je vais passer vite là-dessus. Sur le contexte, cela a été rappelé auparavant, je vais remettre une pièce dans la machine. Depuis plusieurs années, la forte croissance du numérique s'accompagne par une augmentation de l'impact environnemental et c'est notamment le cas sur les réseaux télécoms qui connaissent une augmentation constante du trafic Internet. Et c'est associé à des investissements du déploiement d'infrastructures et leur consommation d'énergie. Et ça se lie avec de l'impact environnemental. On l'a constaté, des pratiques d'éco-conception
du numérique existent. Elles ont été mises en avant dans le RGESN par l'ARCEP avec l'ARCOM en lien avec l'ADEME. Et cette étude vient étudier la mise en œuvre de ces bonnes pratiques et les gains possibles grâce à celles-ci. On est donc venu étudier des services numériques. Ces services numériques, on a pu les décomposer en différentes briques. On a étudié les services de streaming, donc les plateformes de vidéo, notamment de VOD et de TV replay. On a étudié les plateformes de vidéo, de partage de vidéos, type YouTube et Motion. Les réseaux sociaux, qui est un point qui était moins étudié dans les études passées et qu'on intègre de plus en plus avec une augmentation de la part du trafic qui est pris par ces réseaux, et les services de vidéoconférence. Les jeux vidéo représentent une part importante du trafic. On n'a pas étudié de bonnes pratiques dans le cadre de cette étude. Des études sont en cours en parallèle sur ce sujet spécifique. Du côté des bonnes pratiques d'éco-conception, on a sélectionné 6 bonnes pratiques qui font partie du RGESN, qui peuvent être mises en place sur les différents services étudiés. On a le mode sobre, qui a pour but d'adapter la résolution de la vidéo à l'écran d'un point de vue automatique. On a étudié les codecs, donc la compression du contenu des vidéos, et l'utilisation des codecs les plus efficaces par rapport au contenu. On a ensuite 2 bonnes pratiques qui sont plus un lien avec l'économie de l'attention. L'option afficher plus, qui permet de reprendre le contrôle sur son utilisation d'applications ou de services qui proposent un scroll infini. La lecture automatique également des vidéos, avec ce lancement automatique des vidéos sur un certain nombre de services qui amène une consommation plus importante. On a également amené une bonne pratique qu'on a appelée l'audio seul, qui a pour but de pouvoir couper le flux vidéo pour permettre uniquement l'écoute, ce qui est intéressant pour certains contenus, et évidemment pas tous. Et la dernière bonne pratique qui a été étudiée est sur les vignettes de catalogue pour ne pas lancer de vidéos en automatique lorsqu'on a un scroll-over sur ces vignettes. D'un point de vue méthodologique, je vais aller vite sur ce point-là, on va rentrer dans le détail par la suite. On a mené des mesures en laboratoire, donc réalisées par Greenspector, sur les différents services numériques étudiés pour pouvoir évaluer l'état actuel et quels seraient les résultats avec la mise en œuvre de ces bonnes pratiques. Et sur la base de ces mesures, nous avons pu réaliser le calcul d'empreinte environnementale associée, mené par ICANN. Le cadre géographique de l'étude se base à l'échelle France hexagonale sur les années 2022 à 2024, notamment grâce à l'analyse du trafic sur le réseau Internet en France, quelle contribution de chaque service. Et on a également effectué une projection à 2030 qu'on verra par la suite. Et je vais laisser la parole à Olivier pour vous parler de la partie mesure. Merci. Alors, la mesure en laboratoire, on l'a faite donc avec la méthodologie Greenspector qui est déjà éprouvée sur différentes études. On fait des mesures sur du matériel réel, donc des télés, des smartphones. On mesure différentes métriques, de l'énergie, des datas, du CPU. Bien sûr, dans cette étude, on va uniquement se focaliser sur les datas, mais les autres métriques ont été utilisées pour vérifier la cohérence des mesures, pour expliciter ce qu'on mesurait. Les parcours sont automatisés, c'est-à-dire qu'on les déroule automatiquement, comme si on était l'utilisateur. Tout ça, c'est pour avoir une mesure qui est représentative, qui est fiable, reproductible, c'est-à-dire qu'on peut changer des paramètres et relancer les mêmes mesures. Et on fait plusieurs itérations pour, bien sûr, avoir des mesures qui sont cohérentes. Alors, on a mesuré 15 services numériques, c'est-à-dire 15 éditeurs, diffuseurs de contenu, répartis sur 5 types de services numériques. Je ne vais pas y revenir.
en fonction du service numérique qu'on a mesuré sur smartphone, PC, TV, ou uniquement en fonction de la cohérence, certaines plateformes. On a modifié des connexions. On est passé de Wi-Fi à cellulaire. On a testé de la 5G, 4G. On a testé des anciens smartphones, des nouveaux smartphones. Voilà, donc tous ces paramètres ont été modifiés pour avoir des mesures cohérentes. Tout ça, ça fait 400 points de mesure, plus de 400 points de mesure. Donc là, on va pas revenir point par point sur cette étude. On a juste synthétisé sur des résultats qui nous paraissaient intéressants. Bien sûr, dans l'étude finale, vous aurez l'ensemble des mesures. Donc là, c'est une vue globale. Un petit résumé peut-être pour pas vous assommer, les graphiques à moustache. Donc on va voir à gauche PC, à droite smartphone. Une boîte, une box plug, c'est 50% des mesures sont dans la boîte. Le trait qui est au milieu, c'est la mesure médiane. Et les moustaches, c'est les valeurs hautes et basses. On a enlevé de ces mesures des mesures qui étaient considérées comme extrêmes, soit trop basses, soit trop hautes. Voilà, c'était. Ce qu'on peut noter sur PC, c'est qu'on voit qu'on a, et donc l'ordonnée, c'est les débits. On a des services numériques qui ont des débits qui sont extrêmement hétérogènes. C'est-à-dire qu'on a une différence de fois 20. Entre le premier service et le dernier, on voit que les débits sont totalement différents. Ce qu'on peut voir, par exemple, en 7, là, sur la visioconférence, c'est très stable. C'est-à-dire que peu importe le service, peu importe le fournisseur, on reste dans les mêmes débits. On a d'autres choses comme juste à côté, le parcours des catalogues des solutions de streaming. On a des différences de mesures et de points qui sont totalement aussi différents, qui vont dépendre du fournisseur, du contenu. Donc là, on voit qu'on va déjà aller vers des choses qui sont... on peut aller vers le bas, on peut réduire la consommation, on verra. Ce qu'on peut noter sur le smartphone, c'est ce qui était aussi quelque chose de notable sur cette étude, c'est la dernière barre, la dernière colonne, la 4, qui est les réseaux sociaux. On a des consommations qui sont extrêmement hétérogènes et très importantes. Beaucoup plus de consommation de débit sur les réseaux sociaux que sur des services de streaming classiques. Alors on va essayer d'expliquer parce que c'est des choses qui sont peut-être contre-intuitives. On peut se dire la vidéo, les films vont consommer plus de données que les réseaux sociaux, mais c'est pas forcément le cas. Alors, d'abord, on va se focaliser là sur les services de streaming, de diffusion de contenu et sur le mode sobre. Alors, pour comprendre le mode sobre, il faut déjà aussi se focaliser sur le mode automatique. Le mode automatique, c'est le mode classique. On installe son application quand on va sur son service de streaming. Si on ne configure rien, on est sur un mode automatique. Ce mode automatique, c'est les diffuseurs qui l'adaptent en fonction du réseau, en fonction de règles. Ils vont envoyer un débit qui correspond à une qualité standard. Alors, une petite parenthèse, nous, on a fait une étude, on a sur la perception du rendu, on a regardé que la qualité était bonne, on n'a pas fait effectivement d'études structurées sur la qualité, mais on considère que en fait, la qualité qui était rendue à chaque fois était bonne, satisfaisante pour l'utilisateur, et c'est renforcé par des études comme le Mobility Ericsson Report en 2023, où l'utilisateur au-dessus d'une certaine résolution 1080p, il perçoit pas cette surqualité. Donc là, sur le mode sobre, ce qu'on voit sur les 4 plateformes, c'est que si, par exemple, on s'alignait sur l'éditeur le deuxième éditeur le plus vertueux, on pourrait avoir en moyenne, 63% de débit en moins. Donc on a déjà une hétérogénéité là, une amélioration sur ce mode auto. Le mode data saver, pour le repréciser, le mode data saver, c'est une option qui est activable par l'utilisateur dans ses options, qui va permettre de réduire le débit. Alors, on va revenir aussi sur cette notion-là. Nous, on a cherché ces options dans toutes les plateformes.
on les a activés, on les a testés, mesurés. Et là, ce qu'on voit, on a fait deux types de mesures. Une mesure à gauche sur des smartphones ancienne génération, mais qui sont très répandus sur le marché, et des nouvelles générations. Ce qu'on voit sur les anciennes générations, c'est que le mode data saver est activé sur la plupart des diffuseurs. Pourquoi on voit ça? Parce qu'effectivement, les barres rouges orange et vertes sont au même niveau entre mode auto et mode data saver. Donc, ils sont, on a la même consommation et c'est activé. Il y a juste une plateforme qui n'active pas le mode data saver à gauche, et si elle activait ce mode data saver par défaut sur les anciennes plateformes, on aurait un gain de 80%. Donc, on voit déjà là, on a un gain entre le mode auto et le mode data saver qui est proche de 80%. C'est confirmé sur des plateformes plus récentes, où là, on voit que le mode auto en orange, si on passe en mode data saver, on a en moyenne 84% de gain sur le débit. Donc, oui, le mode data saver, pour la diffusion de vidéos, permet de réduire drastiquement le débit, de garder une qualité acceptable pour l'utilisateur, et effectivement d'économiser du débit. Sur le slide précédent, oui. Est-ce qu'on ce sont les mêmes plateformes, 1, 2, 3, 4, d'un côté et de l'autre? Oui. Entre les débits sur smartphone ancien et smartphone récent. Alors, les débits, ça va dépendre aussi de la plateforme, la connexion. C'est des règles, en fait, sont vraiment données par le réseau et par le diffuseur. Et donc, c'est-à-dire que effectivement, ces règles-là, on peut pas les détecter. Ce qu'on détecte, c'est en changeant de plateforme, effectivement, on peut avoir des débits différents. On peut, ces algos vont dépendre aussi du réseau. Donc, ce qu'on voit maintenant, en se focalisant sur un autre usage qui est les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ce qu'on a étudié, c'est deux manières de consommer les réseaux sociaux. Une manière avec un défilement, on va dire normal, où je consomme du contenu à un rythme raisonnable, et un défilement plutôt accéléré. Et donc ces deux choses, en fait, il faut dire, c'est que quand on défile sur les réseaux sociaux, les vidéos sont préchargées. Et quand le système, pour que l'utilisateur évite la vidéo, on charge les données avant même qu'elles soient affichées. Et le constat, c'est vitesse lente en vert et vitesse rapide de scroll, on a x4 de consommation de données. On va pas consommer 4 fois plus de vidéos, c'est vraiment dû au préchargement. C'est-à-dire que plus on va scroller vite, plus il y a du contenu qui va être préchargé, pas forcément visualisé. Et donc, ce qui explique aussi une surconsommation des réseaux sociaux, c'est qu'on va charger beaucoup de choses non affichées. Et donc là, il y a des bonnes pratiques qui vont être applicables pour dire, effectivement, on va réduire ce préchargement, on va déjà essayer que l'utilisateur ne surconsomme pas, ne scrolle pas vite, mais en tout cas d'optimiser ces préchargements. Donc ça, c'est des choses qui étaient aussi contre-intuitives dans les mesures. On a mesuré des choses, on ne s'attendait pas à ces données. Et effectivement, on a confirmé, en analysant toutes les données, en refaisant des données, qu'on avait ces comportements. Le mode data saver, on peut l'appliquer comme sur le streaming sur les réseaux sociaux. Il y a des éditeurs qui fournissent ces options-là. Les premières plateformes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a activé le mode data saver pour les réseaux sociaux avec deux modes de configuration. Un mode où on réduit juste, on évite le préchargement des vidéos. Et là, on a un gain sur cette plateforme de 44% de données. Et une option supplémentaire qui permet de réduire la résolution. Et là, on a réduit de 64%, donc au final 80% avec ce mode data saver. Donc on revient sur les chiffres qu'on a vus sur les vidéos de 80%, mais appliqué aux réseaux sociaux. Donc on peut aussi projeter par rapport à ce qu'on a vu sur le scroll rapide. Si on avait le data saver, effectivement, on va pas arriver à ce constat. Alors ce qui a été plus surprenant, c'est sur la plateforme 2, qui offrait un mode data saver
c'est qu'on l'a activé et en fait, au final, on est à 3%, on est un peu dans la marge d'erreur. Donc, en fait, le mode data saver ne permet pas de gagner de l'énergie. Donc, voilà. On a essayé de se dire, c'est peut-être nous qui avons mal fait les mesures, on a refait les mesures, on a confirmé effectivement que ce mode n'était pas du tout fonctionnel. Donc voilà, c'est vraiment quelques focus. On a beaucoup de chiffres, on a beaucoup de constats, mais ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, les réseaux sociaux, nous sommes globalement x2, deux fois plus de débit que le streaming. On a effectivement on a vu sur le scroll rapide sur les réseaux sociaux 4 fois plus par rapport au débit lent. Un réseau social qui a pas il a un mode d'économie d'énergie de data qui n'est pas fonctionnel. 63% des débits des services de streaming qui pourraient être économisés en s'alignant sur le diffuseur le plus vertueux. 80% de gains sur le mode data saver, et on l'a vu sur différents réseaux, différentes solutions. Ce qu'on n'a pas vu avant, mais on en a parlé, c'est sur les services de streaming musical aussi, qui offrent par défaut, quand on cherche de l'audio, qu'on lit une playlist, on va afficher des vidéos. Et donc là, en passant en mode audio seul, on aurait 70% de gain de débit. Donc c'est aussi important. Alors, ce qu'on a vu dans toutes ces mesures, généralement, c'est que les débits peuvent largement être diminués. Donc, c'est des choses qu'on savait, mais qu'on a confirmé par la mesure. En activant ces options, on a des gains qui sont notables et on garde toujours la même expérience, une expérience correcte pour l'utilisateur. Après, le bémol pour appliquer ça, c'est que et on a cherché nous les options. On a passé du temps à chercher ces options, à les activer, à les comprendre. Et en fait, pour atteindre ces gains, il faut vraiment que ces options soient plus accessibles, c'est-à-dire que l'utilisateur n'ait pas à réfléchir, que ça soit simple, qu'elle soit configurable, parce qu'effectivement, on peut avoir des besoins différents, on veut pouvoir garder la résolution haute, mais ne pas précharger, donc cette configuration est configurée par défaut. On l'a vu, elles sont configurées par défaut, par exemple, sur des anciennes plateformes. Pourquoi ne pas les appliquer sur des nouvelles plateformes? Voilà, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que là, on va utiliser toute la capacité du device et du réseau, parce que c'est des nouvelles plateformes. Et donc, en mettant par défaut ces options, on pourrait atteindre ces gains. Voilà. Je vais laisser la main pour la projection. Très bien, on va maintenant rentrer donc dans l'analyse environnementale. Et comme l'heure tourne, je vous propose de garder les questions pour garder éventuellement un temps de questions à la fin. Donc l'analyse environnementale, elle a consisté elle a été réalisée en 2 étapes. La première étape, c'est d'essayer de comprendre à partir de ces mesures de réduction de débit qui ont été mesurées par GreenSpector et sur les différentes pratiques que l'on étudie, quelle pourrait être la réduction de trafic à l'échelle nationale. Réfléchir à l'échelle des réseaux télécoms en France, de combien pourrait-on réduire le trafic si ces pratiques étaient appliquées de façon ambitieuse. Et la deuxième étape, c'est de comprendre quelle est la réduction de l'impact environnemental des réseaux de télécoms que peut permettre cette réduction de trafic. Donc, nous avons retenu 6 pratiques d'éco-conception dans notre analyse. Ces pratiques ont différents effets. Certaines pratiques ont des effets de réduction de débit. Donc, par exemple, le mode sobre, le data saver permet de réduire le débit. Les codecs en utilisant de meilleurs codecs de compression. L'audio seul qui permet de charger uniquement le contenu audio, ou encore la désactivation des vidéos sur les vignettes catalogue. Pour ces pratiques-là, nous avons basé nos réductions de débit sur les résultats de GreenSpector, sur les mesures effectuées par GreenSpector pour chacune des pratiques et pour chacun des services étudiés. 2 pratiques ont également des effets de réduction du temps d'usage. C'est des pratiques qui sont en lien avec des mécanismes de captation de l'attention. Donc, ces mécanismes qui nous retiennent sur les plateformes que l'on connaît tous,
le scrolling infini et le lancement automatique des vidéos suivantes, l'autoplay. Donc les pratiques ont consisté à désactiver ces options. Qu'est-ce qui se passerait si on désactivait ces options? Et il y a des études scientifiques qui ont été publiées et qui montrent qu'on peut obtenir une réduction significative lorsque ces mécanismes sont désactivés. On constate que les utilisateurs vont avoir une réduction significative de leur temps d'usage, de la durée moyenne des sessions qui vont passer sur les plateformes. Donc on s'est appuyé sur ces études scientifiques pour obtenir les réductions de temps d'usage qui pourraient être permises par ces options-là. Donc on a cherché à appliquer chacune des réductions de débit, des réductions d'usage à chaque service. Toutes les pratiques ne s'appliquent pas à tous les services. Par exemple, la pratique audio seul ne va s'appliquer que sur les plateformes vidéo et en particulier que sur les contenus type musique vidéo ou podcast vidéo sur lesquels on peut potentiellement se passer du contenu vidéo et uniquement se concentrer sur le contenu audio, ou l'option afficher plus qui va concerner uniquement les réseaux sociaux. Donc toutes ces réductions sont appliquées et vont être appliquées sur le trafic à l'échelle de France sur les réseaux télécoms. On a donc besoin, pour commencer, de faire un état des lieux du trafic actuel, de connaître notre situation de référence. C'est ce qu'on présente ici. Donc c'est une analyse du trafic sur le réseau fixe à gauche et le réseau mobile à droite. Et pour les années 2022 à 2024. C'est concentré sur ces 3 années-là. On se concentre ici sur le trafic à l'heure chargée, donc qui représente la quantité totale de données qui transitent sur le réseau à l'heure de pointe dans la journée, généralement entre 20h et 22h. Et on représente une moyenne sur l'année de cette heure de pointe. On a également étudié le trafic sur le trafic moyen sur la journée. On observe des tendances similaires, donc on affiche uniquement ici le trafic à l'heure chargée. On constate cependant une concentration du trafic à l'heure chargée. Donc le trafic à l'heure chargée augmente un peu plus vite que le trafic moyen. Les utilisateurs consomment de plus en plus à l'heure de pointe. Donc premier constat, une forte croissance du trafic, on le sait déjà. On le voit notamment sur ces 3 années, plus 20% sur le réseau mobile, plus 40%, plus 20% sur le réseau fixe, plus 40% sur le réseau mobile. Et deuxième constat, la contribution des services vidéo sur ce trafic est très importante. Les services vidéo représentent près de 3/4 du trafic. Et on voit que ces services vidéo portent aussi, en partie, la croissance du trafic sur les réseaux fixes et mobiles. On constate notamment que le streaming vidéo représente la majeure part, le premier contributeur au trafic sur le réseau fixe, et les réseaux sociaux, le premier contributeur au trafic sur le réseau mobile. On peut remarquer que les réseaux sociaux ont particulièrement augmenté, le trafic des réseaux sociaux a beaucoup augmenté en lien avec l'augmentation du temps d'usage sur les réseaux sociaux et l'augmentation des débits avec de plus en plus de vidéos sur les réseaux sociaux. Donc à partir de cette situation de référence, notre situation réelle, on est venu appliquer les pratiques de façon ambitieuse pour estimer quel pourrait être le gain sur ce trafic, de combien pourrait-on réduire le trafic. C'est ce qu'on affiche ici. Donc encore une fois, pour le réseau fixe à gauche et pour le réseau mobile à droite. Avec l'application ambitieuse des pratiques que nous avons estimées, nous obtenons une division par 2 environ du trafic sur le réseau fixe comme sur le réseau mobile. Moins 54% et moins 51%. Nous avons décomposé ici la réduction du trafic en 2 parties. La réduction en lien avec la réduction du temps d'usage, donc avec la désactivation des mécanismes de captation d'attention, et la réduction en lien avec les réductions de débit. On voit que ces 2 composantes sont tout aussi importantes dans la réduction du trafic à l'échelle nationale. Maintenant, on sait que l'empreinte environnementale des réseaux télécoms est liée aussi au trafic. Elle n'est pas linéaire avec le trafic.
mais elle est liée. Donc, on a cherché à estimer, à partir de cette réduction de trafic, de combien pouvait être la réduction de l'empreinte environnementale. Et pour cela, on a utilisé le modèle environnemental de l'ADEME, qui a été publié en 2024 dans le cadre du RCP FAI. Donc, c'est le modèle environnemental le plus abouti, le plus récent et le plus robuste qui existe aujourd'hui, et qui montre que effectivement l'impact environnemental des réseaux télécoms est pour une partie indépendant du trafic, c'est la partie qu'on représente ici en orange, et pour une partie dépendant du trafic, c'est la partie ici qu'on représente en rouge. On peut déjà constater que le réseau mobile est plus sensible au trafic que le réseau fixe. Donc, notre situation ici, on se concentre uniquement sur l'année 2024. Notre situation de référence, c'est l'impact carbone annuel des réseaux fixes et des réseaux mobiles, qui est ici exprimé en kilotonnes de CO2 équivalent. Et on est venu appliquer donc notre réduction de trafic qu'on a vue sur cette empreinte carbone. Donc une division par 2 du trafic sur les deux réseaux, ce qui permet sur l'empreinte carbone une réduction de 5% sur le réseau fixe et une réduction de 15% sur le réseau mobile. Ces réductions représentent plusieurs centaines de kilotonnes de CO2 équivalent, donc c'est non négligeable. Et de plus, on sait que dans le contexte d'une forte croissance du trafic, c'est ce qu'on montre ici, c'est ce qu'on aurait pu obtenir en 2024 avec une application ambitieuse des pratiques. Mais plus le trafic croît, plus la réduction, le gain potentiel est significatif. Donc c'est ce qu'on a cherché à faire. On a cherché à projeter à moyen terme quelle pourrait être l'augmentation de l'empreinte carbone des réseaux et de combien est-ce qu'on pourrait contenir cette augmentation avec l'application ambitieuse des pratiques. C'est ce qu'on affiche ici. Donc, on a réalisé une projection jusqu'à 2030 en considérant des taux de croissance annuels selon les tendances observées ces dernières années sur la croissance des trafics sur réseaux fixes et réseaux mobiles. Donc, on observe que l'empreinte carbone des deux réseaux augmente en lien avec cette augmentation du trafic. Et que le gain potentiel de l'application ambitieuse des pratiques serait d'autant plus important en 2030. Cette fois-ci, on aurait un gain de 10% sur le réseau mobile et un gain de 25%, 10% sur le réseau fixe et 25% sur le réseau mobile. Donc au total, ça représente environ 1400 kilotonnes de CO2 équivalent. Donc c'est très important. C'est sur ces 4 prochaines années, de 2026 à 2030, 1400 kilotonnes de CO2 équivalent, c'est l'équivalent des émissions de 100 000 véhicules particuliers. Voilà sur l'analyse environnementale, donc les principaux enseignements qu'on peut retenir. D'abord, c'est le fait que les pratiques que nous avons étudiées ont des effets de réduction de débit qui sont bien avérés, qu'on a mesurés, et elles ont également, pour certaines d'entre elles, des effets de réduction du temps d'usage, en lien avec la captation de l'attention. En face, on voit qu'on a une forte croissance du trafic, à la fois sur le réseau fixe et le réseau mobile, et on constate également une concentration du trafic à l'heure chargée, le trafic à l'heure chargée qui dimensionne les réseaux. On a vu que plus de 70% du trafic est associé aux services vidéo, qui portent en partie la croissance du trafic ces dernières années, et avec notamment le streaming vidéo sur le réseau fixe et les réseaux sociaux sur le réseau mobile. Et nous avons vu que l'application ambitieuse des pratiques, si on poussait vraiment les curseurs à fond, on pourrait obtenir une division par 2 du trafic dès maintenant sur le réseau mobile et sur le réseau fixe. Cette forte réduction du trafic permettrait aussi des gains significatifs sur les impacts environnementaux, avec une baisse par exemple de 5% sur l'empreinte carbone du réseau fixe et 15% sur le réseau mobile. Et ce gain sur l'impact environnemental est d'autant plus important quand on projette à moyen terme face à la forte croissance du trafic. Donc nous estimons environ 1400 kilotonnes de CO2 équivalent évité de 2026 à 2030 avec cette application ambitieuse des pratiques. Conclusion de notre étude. Donc nous avons vu que
notre étude vient démontrer, vient appuyer le fait que les pratiques préconisées par le RGESN sont bien efficaces pour réduire les débits, pour réduire le trafic à l'échelle nationale sur les réseaux et pour réduire les impacts environnementaux des réseaux télécoms. Donc, dans l'objectif de réduire notre impact environnemental, dans l'objectif de respecter nos objectifs climatiques, le RGESN doit donc être massivement adopté et appliqué au sein des éditeurs de contenu, en particulier dans le contexte d'une forte croissance du trafic, on l'a vu. Et on constate à l'heure actuelle que ces pratiques ne sont pas suffisamment accessibles, configurables ou configurées par défaut. On peut également noter que ces dernières années, les recommandations se sont beaucoup concentrées donc sur la responsabilité utilisateur. Comment est-ce que les utilisateurs pouvaient avoir des façons de consommer plus durables. Mais il existe aussi de vrais leviers côté éditeur dans la façon de rendre ces pratiques, encore une fois, accessibles, configurables, etc. Et donc que la charge de responsabilité devrait être mieux répartie entre les utilisateurs et les éditeurs de contenu dans le débat public. Merci beaucoup pour votre attention. Pour conclure, vous trouverez l'étude et puis également une note de synthèse sur notre site. On va dans les prochaines minutes, donc sera à votre disposition. Vous pouvez la faire avec les résultats des télé. On a parlé d'un certain nombre d'annexes quantitatives. Je précise, quand on l'a pas dit, on a fait le choix méthodologique d'anonymiser les différentes plateformes et services qui ont été testés. L'objectif n'étant pas de faire un benchmark entre les différents réseaux sociaux ou plateformes de vidéo, mais de montrer que effectivement l'action a des résultats. Donc, vous avez tout ça en ligne, vous pourrez le lire, et je remercie encore une fois nos intervenants. Merci pour votre participation attentive et les échanges qu'on a pu avoir lors de cet événement. Et il reste le café dehors, je vais poursuivre les échanges devant un café. Voilà. Merci à tous.